Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Personne ne m'avait prévenu à son sujet. Ni à propos de ce bureau où pas un seul employé ne souriait. Ni à propos des agents de sécurité qui parlaient en code. Ni à propos de cet homme qui régnait sur tout l'étage sans jamais élever la voix. Je n'étais qu'une secrétaire intérimaire, essayant de survivre jusqu'au moment où j'ai apporté le café à son bureau. Et mon regard s'est posé là où il n'aurait pas dû. Les mots m'ont échappé avant que je puisse me retenir. Mon Dieu, est-ce réel ou est-ce un pistolet? Il se racle la gorge, a entendu chaque syllabe. Il a traversé la pièce et s'est arrêté si près que j'ai senti la chaleur de sa peau contre mon visage. Pourquoi as-tu peur de la bosse dans mon pantalon? J'aurais dû avoir peur et m'excuser, mais la vérité était pire. Je n'avais pas peur. Je l'imaginais. Un grand merci à celles et ceux qui regardent le premier tome gratuitement ici, sur la plateforme My Stories. Sans publicité et sans interruption. Cloche, chapitre 1. Est-ce réel ou est-ce un pistolet? J'étais en retard et l'univers en avait décidé autrement. Le métro est resté immobilisé entre deux stations pendant 12 minutes qui m'ont paru une éternité. Quand les portes se sont enfin ouvertes, j'ai traversé le quai en courant, mon blazer de travers, mes cheveux s'échappant de mon chignon, et une tache de café au coin de mon chemisier que j'essayais de dissimuler avec la bandoulière de mon sac. 6 pâtés de maison, perchés sur mes talons, séparaient la station du Marketing Import and Trade Building, et je les ai parcourus d'un trot maladroit qui a fait se retourner 3 hommes en costume, non par admiration, mais par inquiétude. L'immeuble de Midtown était l'antithèse de tout ce que je représentais à cet instant précis. Du marbre poli dans le hall, un éclairage qui semblait calculé par un facturant au lumen, et une réception où personne ne souriait. J'ai donné mon nom à la réceptionniste, une femme au chignon si parfait qu'il s'éclaircit la gorge, semblait sculptée, et elle a consulté la liste avec la même expression qu'un agent d'immigration réserve au passeport suspect. 22e étage. Monsieur qui vous attend. L'ascenseur était silencieux et rapide, et lorsque les portes s'ouvrirent à l'étage des importations de Marchetti, l'atmosphère changea. Ce n'était pas seulement la température ou la lumière. C'était une présence. Tout l'étage semblait retenir son souffle. Un homme d'âge mûr m'attendait près d'une porte vitrée dépolie, les mains jointes devant lui, un sourire si discret qu'il en était presque imperceptible. Raphaël qui, le directeur administratif de l'entreprise, avait l'air de quelqu'un qui en avait vu de toutes les couleurs et qui avait décidé de ne plus s'émerveiller de rien. Mademoiselle Damiani, dit-il en consultant sa montre avec une désinvolture qui, en soi, sonnait comme une réprimande. La ponctualité est la première règle. La discrétion la deuxième. Et la troisième, que je considère comme la plus importante, ne jamais entrer dans le bureau de M. Marchetti sans y avoir été invité. Il marqua une pause, comme s'il calculait le temps que j'assimile chaque règle avant la suivante, puis ajouta d'un ton neutre, comme s'il récitait des consignes de sécurité aérienne. Si le téléphone sonne et que M. Marchetti ne répond pas, n'insistez pas. Si quelqu'un vient avec une demande urgente, prenez en note et transmettez-la. Ne jamais interrompre une réunion et, sous aucun prétexte, ne jamais ouvrir le courrier arrivé dans des enveloppes sans adresse de retour. J'acquiesçais à tout, réprimant l'envie d'expliquer que le métro avait décidé de gâcher ma journée avant 9 heures du matin. Il me conduisit au bout d'un large couloir jusqu'à une pièce avec un bureau en acajou sombre, un ordinateur, un téléphone et une chaise bien trop confortable pour une secrétaire intérimaire. Au mur derrière mon bureau était accrochée une photographie en noir et blanc d'un port, de cargo, de grue, une ligne d'horizon floue dans le brouillard, sans légende. Raphaël désigna ma place, déposa un dossier de consignes à côté du clavier et sortit sans un mot de plus. La première heure fut un silence pesant, non pas le silence confortable d'une bibliothèque, mais le silence tendu d'une salle d'attente avant un diagnostic. La porte du bureau de C.O. Marchetti se trouvait à 3 mètres de mon bureau, et 4 hommes y entrèrent et en sortirent en moins d'une heure. Aucun ne m'adressa la parole. Aucun ne sourit. Le troisième portait une épaisse alliance et avait le regard vide de quelqu'un qui obéit aux ordres sans poser de questions. Et il s'éclaircit la gorge. Le quatrième est parti, la main droite bandée, une gaze blanche tachée de sang frais qu'il a rapidement recouverte de la manche de son costume. Personne à l'étage ne fit de commentaires. Personne ne regarda. Un silence complice. Le silence de ceux qui savent ce qui s'est passé et qui ont collectivement décidé que rien ne s'était passé. N'ayant rien d'autre à faire qu'attendre des ordres qui ne sont jamais venus, j'ai rangé le tiroir de mon bureau par trombone. Bleu, rouge, argenté, noir. Puis je les ai triés par taille. Puis je les ai empilés. Il fallait que mes doigts restent occupés, sinon ma bouche trouverait bien quelque chose à faire. Et dans ce contexte, parler tout seul ne me semblait pas une stratégie de survie prometteuse. Tout l'étage fonctionnait à un volume sonore qui paraissait calculé. Les téléphones sonnaient doucement, les portes s'ouvraient et se fermaient sans claquer, et même les pas dans le couloir étaient contenus,
mesurés comme si chacun avait appris à occuper le minimum d'espace sonore possible. Le bureau de Severo se trouvait derrière une double porte en bois sombre aux poignées en acier brossé. La lumière qui filtrait par en dessous vacillait toutes les quelques minutes, des ombres se déplaçaient, une présence se faisait sentir, une présence que je sentais sans la voir. Il était presque midi lorsque la porte s'ouvrit pour la 5e fois, mais cette fois, ce n'était pas un visiteur. C.O. Marchetti s'arrêta devant mon bureau et la pièce sembla se rétrécir. Une chemise blanche, les 2 premiers boutons ouverts, les manches retroussées jusqu'au coude, dévoilant tout son bras gauche tatoué. Un art sacré mêlé à des symboles que je ne reconnaissais pas. De l'encre sombre sur une peau bronzée. Un pantalon anthracite sur mesure. Des chaussures qui ne faisaient aucun bruit sur le parquet. Une mâchoire carrée. Des cheveux courts et noirs et des yeux si sombres que la pupille se fondait dans l'iris. Il ne dit pas bonjour. Il ne me demanda pas mon nom. Il ne remarqua pas la tache de café sur mon chemisier. « Café », dit-il. Sa voix était basse, posée, sans hâte. Un double expresso, sans sucre, dans une tasse noire, rangée sur l'étagère du haut du garde-manger. Puis il partit. Il retourna dans son bureau et la porte se referma avec un clic discret, plus autoritaire qu'un claquement. Le garde-manger se trouvait au bout du couloir, un espace étroit avec un évier, une machine à expresso professionnelle et des étagères bien trop hautes pour quiconque mesurant moins d'1,75 m. Je mesurais 1,63 m. La tasse noire était sur l'étagère du haut, plaquée contre le mur du fond, et j'ai dû traîner un tabouret en métal jusqu'au comptoir, y grimper à pieds joints et tendre le bras jusqu'à sentir mon épaule protester. Mes doigts ont effleuré la première tasse, qui a glissé et s'est écrasée sur le comptoir avec un craquement sec. La deuxième est tombée avec elle car j'ai essayé de la rattraper de l'autre main et j'ai perdu l'équilibre. La troisième a roulé jusqu'au bord et s'est brisée sur le sol, le bruit résonnant dans le couloir avec la grâce d'un accident de voiture. Je suis descendu du tabouret, j'ai regardé les éclats de verre au sol et les 2 tasses qui avaient survécu avec des ébréchures dans l'émail, et j'ai fait la seule chose raisonnable. J'ai ouvert mon sac, j'ai trouvé le tube de superglue que je trimbalais depuis que je m'étais cassé le talon la semaine dernière, et j'ai recollé l'anse de la tasse la moins abîmée avec la précision d'un chirurgien paniqué. J'ai soufflé, j'ai appuyé sur la poignée. J'ai prié 3 saints et un apôtre. La poignée a tenu bon. Le café était prêt en 2 minutes. Un double expresso, sans sucre, dans une tasse noire rafistolée à la superglue et grâce à une prière. J'ai traversé le couloir en tenant la soucoupe à 2 mains. J'ai frappé à la porte avec mon coude, mes mains étant occupées à ne rien renverser, et je suis entré. C.O. Marchetti se tenait derrière son bureau, penché sur une pile de documents. Ses 2 mains étaient appuyées sur le plateau en acajou. Sa posture lui donnait des épaules plus larges, sa chemise était parfaitement ajustée, et la lumière qui filtrait par la fenêtre découpait sa silhouette sur la skyline de Manhattan avec une précision chirurgicale. J'ai posé le café sur le bureau à côté de sa main gauche, celle tatouée, et je me suis tourné pour partir. C'est alors que mon regard a glissé vers le bas. Le pantalon sur mesure, la coupe ajustée, sa posture penchée en avant. Tout conspirait contre moi et mon regard s'est posé exactement là où il n'aurait pas dû. J'ai senti mon visage s'empourprer. J'ai détourné le regard. J'ai regardé le plafond. J'ai regardé la fenêtre. Et mes yeux se sont révulsés, car apparemment je n'avais aucun contrôle sur eux. Je me suis tourné vers la porte, déjà en marche, presque en sécurité. Et ma bouche, qui fonctionnait indépendamment de mon cerveau depuis l'âge de 14 ans, a décidé que c'était le moment idéal pour penser à voix haute. Mon Dieu, est-ce réel ou est-ce un pistolet? La phrase, elle s'éclaircit la gorge, est sortie dans un murmure qui, dans sa tête, serait resté entre moi et la moquette, mais le bureau était trop silencieux. La moquette était trop fine, et C.O. Marchetti avait l'ouïe d'un prédateur, le bruit de papier abandonné sur le bureau, le bruit de chaussures sur la moquette, des pas lents, nonchalants, chacun plus proche que le précédent. Je me suis arrêté. J'ai retenu mon souffle. Son ombre a recouvert la mienne avant même que je puisse me retourner. Et quand je l'ai enfin fait, il était trop près. Sa poitrine était à hauteur de mes yeux. Une chaleur irradiait à travers la chemise blanche, un parfum cher et boisé que je ne pouvais identifier, mais que mon corps enregistrait avec une efficacité alarmante. Il a baissé le visage jusqu'à ce que ses lèvres soient au niveau de mon oreille, et sa voix est sortie comme un murmure grave qui a vibré à travers j'avais la colonne vertébrale paralysée. « Pourquoi as-tu peur de mon entrejambe » L'air s'était sifflé dans le bureau. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre, car la distance entre nous n'était que de quelques centimètres et le silence était absolu. J'ouvris la bouche pour répondre, m'expliquer, m'excuser, démissionner sur le champ, mais il s'éclaircit la gorge, aucun mot ne sortit. Pour la première fois de ma vie, ma bouche se tut. Et le moment était catastrophique. Il attendait, les yeux fixés sur les miens, immobile, sans ciller.
Un coin de sa bouche tressaillit. Ce n'était pas un sourire. C'était une pointe d'amusement dans le regard d'un homme qui, visiblement, ne trouvait jamais rien d'amusant. Il recula d'un pas, retourna derrière son bureau, s'assit et ramassa la tasse collée à la superglue comme si de rien n'était. Le café est léger. Il le dit en regardant les documents, pas moi. La colère contenue dans sa voix avait disparu, remplacée par une indifférence si contrôlée qu'elle semblait réciter. Je suis sorti du bureau trop vite pour rester digne, et trop lent pour que ce soit une fuite. J'ai fermé la porte à deux mains, car je n'étais pas sûr de trouver la poignée du premier coup, et je me suis appuyé contre elle pendant une seconde entière avant de pouvoir bouger. Assis à mon bureau, la tête entre les mains, je suis resté ainsi un temps indéterminé. La porte de son bureau est restée close. Le silence régnait dans l'étage, et je venais de faire une remarque sur le renflement du pantalon de mon patron dès mon premier jour de travail. J'ai essayé de reconstituer les 5 dernières minutes, espérant que ma mémoire me jouait des tours et que j'avais dit quelque chose de moins catastrophique. Peut-être une observation sur le pantalon lui-même, la coupe, le tissu, n'importe quoi qui puisse être réinterprété comme un commentaire professionnel. Mais ma mémoire était photographique et elle me rendait chaque syllabe avec une précision cruelle. C'est réel ou c'est un pistolet? Ai-je lancé à voix haute à mon patron, le premier jour. La chaise était confortable. Le salaire était bon. Les frais médicaux de ma mère n'allaient pas. Ils se payaient eux-mêmes. Et j'avais passé 6 ans à prendre le métro à 6h30 pour des boulots pires que celui-ci, avec des patrons encore pires. Pourtant, aucun d'eux n'avait réussi à rendre l'atmosphère d'un bureau aussi pesante par sa seule présence. Je me suis redressé, j'ai ajusté ma veste et j'ai décidé de rester. Si j'avais survécu au métro new-yorkais, je pouvais bien survivre à cet homme. Chapitre 2. Des règles qu'on ne m'avait jamais expliquées. Ma tentative de professionnalisme a duré moins d'1 heure le lendemain matin. Le téléphone a sonné pour la première fois à 9h12 et j'ai répondu avec la voix que j'avais répétée devant le miroir de la salle de bain. Ferme, aimable, le ton exact de quelqu'un qui travaille dans une entreprise sérieuse. Le combiné m'a glissé des mains avant même que je n'ai fini de prononcer le deuxième mot, a heurté le bureau, a rebondi sur le clavier et est tombé par terre avec un fracas qui a résonné dans toute la pièce. Marchetti Import est désolé, je l'ai fait tomber. Ai-je dit au téléphone maintenant sur la moquette en plongeant sous le bureau pour le récupérer. À l'autre bout du fil, quelqu'un attendait dans un silence professionnel jusqu'à ce que de retour. Marchetti Import-Export, bonjour. Toute la première semaine se déroula sur le même rythme. C.O. Marchetti me confiait des tâches avec des échéances qui ressemblaient à des épreuves d'endurance. Organiser 5 ans d'archives obsolètes en 2 heures. Traduire des documents commerciaux de l'italien vers l'anglais. Des documents où mon italien fonctionnel transformait de simples retrouvailles en situations périlleuses. Car les mots se ressemblaient trop et la pression n'arrangeait rien. Il ne corrigeait pas les erreurs. Il lisait les documents que je lui remettais, levait les yeux une seconde, puis reprenait sa lecture sans un mot. Je ne savais pas si ce silence signifiait approbation ou s'il consignait chaque échec en vue d'un licenciement retentissant à la fin du mois. Le deuxième jour, en rangeant les archives obsolètes dans une pièce étroite au fond du couloir, je trouvai une vieille photo entre 2 dossiers jaunis. 2 garçons, dos à une grande maison. Le plus jeune avait d'environ 7 ans, l'aîné peut-être 12 ou 13. Tous deux étaient en vêtements d'été, pieds nus dans l'herbe, et il y avait quelque chose dans la posture de l'aîné qui m'était familier sans que je sache pourquoi. Je retournai la photo. Au dos, écrit au crayon d'une main ferme, LNS, été. Je l'ai glissé machinalement dans la poche de ma veste. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas pourquoi cela m'importait. Mais il y avait quelque chose dans cette image, dans les épaules droites du garçon plus âgé, dans la façon dont le plus jeune tenait sa main, qui me nouait l'estomac. Le 3e jour de cette première semaine, un homme que je ne reconnaissais pas est apparu dans le couloir. Grand, le visage sévère, une posture militaire. Le corps droit, les épaules larges, le regard scrutant la pièce sans s'arrêter. Il s'est placé près de la porte du bureau de CO avec le naturel de quelqu'un qui faisait cela tous les jours. Et quand je lui ai demandé qui il était, la réponse est venue en quelques mots. Tommaso Viello, agent de sécurité de l'étage. Il n'a rien ajouté. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas souri. Il n'a pas bougé. Moi qui n'avais jamais su comment supporter le silence d'autrui sans essayer de le combler, j'ai réessayé. Agent de sécurité de l'étage. Comme si chaque étage avait besoin d'une sécurité individuelle. Qu'est-ce que vous importez ici? Uranium. Rien. Il fixa le mur à ma droite, comme si je n'existais pas, c'est vrai. Vous êtes du genre silencieux. Je respecte ça. Mon psy me dit que je devrais essayer de me taire plus souvent, mais à chaque fois, ma bouche prend des décisions indépendantes et je finis par trop parler.
La phrase sortit sèchement, sans intonation, sans jugement, une observation médicale. J'ouvris la bouche, la refermai, et pour la deuxième fois de la semaine, je restai un instant sans voix. Puis, comme je me connaissais, je sus que c'était un problème médical. Il ne réagit pas, mais ses épaules se détendirent imperceptiblement, et je décidai que cela comptait comme le début d'une amitié. Plus tard dans l'après-midi, l'interphone de mon bureau sonna brièvement, sans voix, et je compris que c'était un appel. J'entrai dans le bureau de CO et le trouvai debout près de ma chaise vide, un document à corriger à la main. Il aurait pu laisser le papier sur mon bureau. Il aurait pu m'envoyer un courriel. Au lieu de cela, il attendit que j'entre. Et quand je commençai à lire le document, il était à côté de moi, beaucoup trop près. Son bras tatoué était à quelques centimètres de mon épaule, la chaleur de son corps traversant le tissu de sa chemise, et cette odeur boisée que je commençais déjà à reconnaître avant même de le voir. Il désigna une ligne sur le document du doigt, et ce geste fit frôler son bras au mien, un contact qui dura une demi-seconde et que mon corps enregistra intégralement, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Je lus le document en entier sans en retenir une seule ligne, me retournai pour partir, et m'arrêtai net. Vous savez qu'il existe une chose appelée espace personnel, n'est-ce pas? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Et la seconde suivante, je me figeai pour la troisième fois de la semaine, car je venais de réprimander l'homme le plus intimidant que j'ai jamais rencontré dans un bureau où personne n'osait jamais élever la voix. Il s'éclaircit la gorge. Tommaso, de l'autre côté de la porte entr'ouverte, tourna le visage vers le mur. La fenêtre derrière CO offrait une vue imprenable sur la skyline de Manhattan, et pendant un instant absurde, je pensais que ce serait un décor idéal pour un licenciement. CO me regarda pendant 2 secondes. Cela dura une semaine. Sa mâchoire resta impassible, son regard fixe, et j'eus l'impression très nette qu'il hésitait entre me licencier et me garder, juste pour voir ma réaction. L'espace personnel, c'est moi qui décide qui a droit. Je suis sorti les jambes tremblantes et me suis assis sur ma chaise, persuadé que cette entreprise allait me tuer, non pas par danger, mais par arrêt cardiaque. 2 jours plus tard, Raphaël apparut dans l'antichambre avec des clés de voiture et l'information que je devais l'accompagner à Bansonhurst pour récupérer des documents dans l'un des établissements de la société. La voiture était noire, discrète et silencieuse, et Raphaël conduisit, ou plutôt, le chauffeur conduisit de Midtown à Brooklyn avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait le trajet 3 fois par semaine. La conversation fut minimale. Raphaël répondit à mes questions, sans rien ajouter. Et je commençai à comprendre que dans cet univers, l'information était une monnaie d'échange. Personne ne la distribuait gratuitement. Le restaurant se trouvait dans une rue bordée d'arbres à Bansonhurst, coincé entre une laverie automatique et un cabinet comptable. La façade était discrète. Bois sombre, fenêtre aux rideaux crème, pas d'enseigne voyante, mais le nom brillait en lettres d'or au-dessus de la porte, encadré de noir comme un monument funéraire. Leanders. Nous sommes entrés par la porte de derrière, et 3 hommes assis à une table au fond se sont levés aussitôt que Raphaël a franchi le seuil. Ce n'était pas un geste anodin. C'était un réflexe acquis. Le réflexe de quelqu'un qui connaît parfaitement sa place dans la hiérarchie. Raphaël s'est dirigé vers une salle privée au fond et je suis resté dans le couloir, les yeux rivés sur le nom inscrit sur le mur intérieur. Leander se répétait en plus petits caractères sur une photo en noir et blanc que je ne pouvais distinguer clairement de loin. Le restaurant embaumait la sauce tomate mijotée et le pain frais, et ces détails étaient étranges pour un établissement qui, en théorie, n'était qu'un simple restaurant. Les vitres étaient trop épaisses. La porte de derrière avait 2 serrures, et les 3 hommes qui s'étaient levés à l'entrée de Raphaël n'avaient pas l'air de serveurs. L'un d'eux a chuchoté quelque chose à l'autre en italien, trop vite pour que je puisse comprendre, et les 2 m'ont regardé d'un air neutre. L'expression de quelqu'un qui évalue sans rien laisser paraître. Qui est Linder ? Demandai-je lorsque Raphaël revint avec un dossier en cuir. Il me regarda avec l'air calculateur de quelqu'un qui pèse chaque syllabe avant de la prononcer. Quelqu'un d'important pour la famille, et rien de plus. Il me tint la porte pour que je passe, et nous sortîmes par la même entrée de service. Sur le trottoir, 2 hommes appuyés contre une voiture noire cessèrent de parler dès qu'ils me virent. Le plus grand avait une épaisse cicatrice qui lui courait du lobe de l'oreille jusqu'au col de sa chemise. Et le regard qu'il me lança n'était pas hostile. Il était évaluatif, froid, le regard de quelqu'un qui mesure les menaces et décide s'il vaut la peine d'agir. Le second ne sortit pas les mains des poches de son manteau, et la façon dont le tissu tirait sur sa hanche droite suggérait que ses poches n'étaient pas la seule chose qu'il y portait. Avant même que je puisse décider si j'avais peur ou non, Tommaso apparut à mes côtés. Je ne l'avais même pas remarqué dans la voiture, mais il était là, entre moi et les 2 hommes, il s'éclaircit la gorge. Il se positionna de telle sorte que le trottoir tout entier devint son territoire. Pas un mot ne fut échangé. Les 2 hommes reprirent leur conversation.
Tommaso me guida jusqu'à la voiture d'une légère pression sur mon coude, et Raphaël s'y installa avec la tranquillité de quelqu'un qui n'avait rien remarqué d'intéressant. La peur fut brève, mais bien réelle. Une brève douleur à la base de l'estomac me rappela que je n'étais pas dans un bureau d'import-export comme les autres. J'étais dans un endroit où les hommes se levaient à l'entrée du patron et où les agents de sécurité utilisaient leur corps comme barrière. Le dernier jour de la semaine, à la fin de son service, C.O. Marchetti passa devant mon bureau en se dirigeant vers l'ascenseur. Il s'arrêta. Il ne se tourna pas complètement, juste la tête par-dessus son épaule, avec cette économie de mouvement qui donnait à chacun de ses gestes une impression de précision. « Tu as survécu à la première semaine. » Je le regardai, il s'éclaircit la gorge. Et, un instant, j'envisageais de le remercier, mais son ton n'était pas celui d'une félicitation. C'était une observation teintée de surprise. « Tu as l'air surpris. » Le coin de ses lèvres bougea de nouveau. Ce sourire presque esquissé que j'avais déjà aperçu. Et cette pensée, que j'ai refusé d'analyser pour une raison obscure, m'est restée en tête plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il est entré dans l'ascenseur sans répondre. Les portes se sont refermées et je suis resté planté là pendant 3 bonnes secondes, à fixer l'acier brossé, avant de prendre mon sac et de partir. Dans le métro, sur le chemin du retour vers le Queens, j'ai appelé Élise. J'ai survécu, ai-je dit, la tête appuyée contre la vitre sale de la rame, du métro, ou de ce patron canon. Élise, je n'ai jamais dit qu'il était canon. Tu as décrit ses yeux noirs qui ne clignent pas, ses mains tatouées, sa mâchoire digne d'une pub, et le fait qu'il paraisse imperturbable quand il parle. Je l'avais compris. J'ai fermé les yeux quand le train a cahoté et j'ai repensé au restaurant. Les hommes qui se sont levés, le nom de Léander avec son air matinal, la cicatrice sur le trottoir et le corps de Tommaso qui me cachait la vue. Élise H. Le bureau a une sécurité armée, de la vraie sécurité, pas un portier avec un talkie-walkie. Et le restaurant est à Bennenhurst, et tout le monde traite Raphaël, le directeur, comme. C'est un prince. Le silence d'Elisa au téléphone dura 4 secondes. Pour quelqu'un qui ne se taisait jamais, c'était inquiétant. Nomi, PDG d'une société d'import-export avec des gardes du corps armé et un restaurant à Bensonhurst où tout le monde se lève à son entrée. C'est du blanchiment d'argent. J'ai ri, car c'était plus facile que d'envisager la possibilité que ma meilleure amie ait raison. C'est une société d'import-export, Élise. Ils importent des choses. Ils importent. D'accord. Probablement des problèmes. Le métro a de nouveau tremblé et j'ai glissé ma main dans la poche de mon blazer où la photo des 2 garçons était toujours pliée contre le tissu. LNS, Summer, l'aîné aux épaules droites, le cadet lui tenant la main. La photo ne signifiait rien et signifiait tout à la fois, et je ne savais pas pourquoi. Je savais juste que je ne voulais pas la lui rendre. En rentrant, ma mère dormait déjà. La lumière de la cuisine était allumée, les médicaments rangés sur le plateau à côté du verre d'eau, et l'appartement sentait, elle s'éclaircit la gorge, la crème au romarin qu'elle s'appliquait sur les articulations avant de se coucher. J'ai éteint la lumière, essuyé la tache de café sur mon chemisier avec mes mains et suis entré dans ma chambre, songeant à ces yeux sombres qui ne clignaient pas et à cette voix qui posait des questions sans en être vraiment. Toute la semaine, j'avais été hyper consciente de la présence de Marchetti. Le bruit de ses pas dans le couloir, l'air qui s'épaississait à son passage près de mon bureau, l'odeur boisée qui le précédait et persistait après lui. Je connaissais le rythme de sa démarche, la cadence de ses phrases courtes, le moment précis où il levait les yeux de ses documents pour vérifier si j'étais toujours là. Et le pire, c'était de ne pas savoir tout ça. Le pire, c'était de ne pas savoir pourquoi j'y prêtais attention. Chapitre 3. Tu parles trop, musique. La semaine suivante, Raphaël m'a convoqué dans son bureau et m'a annoncé, d'un ton qui trahissait une promotion, que ma mémoire photographique avait attiré l'attention de M. Marchetti. À partir de ce jour, je me chargerai de son emploi du temps, du tri de son courrier et de la relecture des documents avant les réunions. J'allais passer plus de temps près de C.O. Marchetti que ce qu'une secrétaire intérimaire jugerait sain. Le problème n'était pas le travail, c'était lui, car C.O. avait commencé à me provoquer d'une manière que je ne pouvais qualifier ni de professionnelle ni de personnelle. C'était la façon dont il me fixait trop longtemps dans les yeux, les pauses avant de me tendre des documents qui m'obligeaient à tendre la main jusqu'à presque la toucher, et une voix qui baissait d'un ton à chaque fois qu'il m'appelait par mon nom. Pas mon nom de famille, mon prénom, obligeant tout mon corps à se concentrer. Ce matin-là, il s'est arrêté devant mon bureau pour vérifier un contrat que j'avais révisé. Et au lieu de prendre le papier et de retourner à son bureau, il s'est penché sur l'ordinateur à côté de moi pour me montrer une clause. Son bras tatoué était à quelques centimètres de mon visage, assez près pour que je puisse voir chaque détail de l'encre sur sa peau bronzée. Un sein, les mains jointes en prière, entouré de roses et d'épines, ornait l'intérieur de son biceps, avec une auréole dorée qui se fondait dans un chapelet enroulé autour de son avant-bras. Cette sainte Rita de Cachia tatouée sur votre biceps.
Il tourna lentement la tête. Son regard croisa le mien à une distance, tel que respirer relevait du défi. Oui. Audacieux de mettre une sainte à côté d'un. À côté de quoi? La voix était basse, maîtrisée, et il y avait là à la fois un défi et de la curiosité. Il voulait entendre ma réponse, et je savais que toute autre réponse me perdrait. Mais ma bouche, fidèle à sa tradition d'agir sans contrôle, répondit avant même que ma raison puisse intervenir. À côté d'un homme qui, de toute évidence, n'a jamais mis les pieds dans une église. Le silence qui suivit dura 3 battements de mon cœur. Sa mâchoire bougea, non par colère, mais par tenue. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres se serrèrent. Et pendant un instant, je vis quelque chose d'inattendu, l'effort visible pour retenir un sourire. Il ne rit pas, mais il s'en approcha plus que je ne l'aurais cru possible pour un homme avec un tel visage. Et ce « presque » était plus troublant qu'un éclat de rire. Il se recula sans un mot, retourna dans son bureau et ferma la porte. Je restai là. Je fixais l'écran de mon ordinateur, le cœur battant la chamade, avec la certitude grandissante que provoquer SEO Marketing était l'activité la plus dangereuse et la plus addictive que j'ai jamais découverte. Quelques jours plus tard, la situation s'envenima. SEO annula ma pause déjeuner pour la 3e fois consécutive. Toujours avec la même excuse implicite. Trop de travail et pas assez de temps. La première fois, j'ai ravalé ma fierté. La deuxième, j'ai serré les dents. La troisième, je me suis levé de mon bureau, je suis allé à son bureau, j'ai ouvert la porte sans frapper, enfreignant la règle numéro 3 de Raphaël, et je me suis planté devant son bureau, les bras croisés. Je ne me nourris pas de prestige. Si vous voulez que je sois fonctionnel, il me faut 20 minutes, une chaise et quelque chose à manger qui ne soit pas ma dignité. Ma voix sortit plus fort que je ne l'aurais voulu. Tout le couloir l'entendit, une porte se ferma quelque part à gauche, et le silence qui s'abattit sur le sol était si lourd que je pouvais presque le toucher. Jamais, dans toute l'histoire de cette entreprise, personne n'avait parlé ainsi à SEO Marketing. Je le savais car Tommaso, posté près de la porte, avait tourné la tête vers le mur d'un mouvement si subtil que seul un observateur attentif l'aurait remarqué, dissimulant une ombre qui, dans une autre vie, aurait pu être un rire. SEO me dévisagea par-dessus ses documents. Le stylo qu'il tenait entre ses doigts cessa de tourner. Son visage resta impassible. Pas un muscle ne bougea. Aucune émotion ne transparaissait. Il m'évalua avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui calcule chacune de ses réponses avant de les prononcer et dit « 20 minutes ». Je sortis, la dignité intacte mais les jambes tremblantes, et m'assis à mon bureau avec l'impression d'avoir survécu à une explosion contrôlée. Le lendemain matin, en arrivant au travail, je trouvai sur mon bureau une assiette en porcelaine blanche, une serviette en lin et un repas que je reconnus à l'odeur avant même de le voir. Le même plat de gnocchi au pesto que j'avais vu servi au Linder lors de ma visite à Benson-Hurst avec Raphaël. Aucun mot, aucune explication. Je regardais Tommaso, posté dans le couloir, l'air impassible comme toujours. Il se retourna, puis regarda le plafond, puis le mur. J'ai englouti toute l'assiette de gnocchi sans demander d'où ça venait, car la réponse était déjà évidente, et l'admettre aurait ouvert une porte que je n'étais pas prêt à franchir. Quelques jours plus tard, Raphaël m'informa que j'accompagnerais M. Marchetti à Benson-Hurst pour une réunion. Je descendis en ascenseur, traversai le hall et trouvai la voiture noire garée devant l'immeuble, le chauffeur tenant la portière arrière ouverte. SEO était déjà installé à l'arrière, une tablette sur les genoux, les yeux rivés sur l'écran. Je montai de l'autre côté et m'assis aussi loin que possible, ce qui, à l'arrière d'une berline, représentait 40 cm qui me semblaient 10. Les 10 premières minutes furent un silence glacial. La voiture filait à travers la circulation de Manhattan en direction de Brooklyn, et je sentais sa présence à mes côtés avec une intensité qui dépassait toute explication rationnelle. Il ne me regardait pas. Je ne le regardais pas, mais la tension était palpable entre nous. Et quand le chauffeur a freiné brusquement à un carrefour et que j'ai été projeté en avant, la main de SEO s'est tendue instinctivement vers moi. Rapide, précise, elle s'est arrêtée en plein vol avant de me toucher. Il l'a retirée sans un mot et a replongé son regard dans sa tablette. « Votre chauffeur conduit comme s'il était poursuivi », ai-je dit, car le silence m'était insupportable et mes paroles avaient été plus rapides que mon instinct de survie. Peut-être bien. Le ton était sec, mais il y avait quelque chose en dessous. Pas vraiment de l'humour, mais plutôt l'ombre d'un homme qui trouvait drôle les mauvaises choses au mauvais moment. Il a laissé tomber la tablette sur le siège entre nous et m'a regardé pour la première fois depuis que j'étais monté dans la voiture. « Vous êtes en fac de droit. Pourquoi travaillez-vous ici ?» La question est arrivée sans prévenir, sans explication. Et la façon dont il l'a posée, directe, sans détour, m'a prise au dépourvu, au point que j'ai répondu la vérité au lieu d'une version édulcorée. Ma mère est malade. Polyarthrite rhumatoïde,
dépression chronique et une assurance maladie qui ne couvre que la moitié des frais. J'ai besoin de ce salaire, et il me faut un bon salaire, car mes médicaments contre les douleurs articulaires coûtent aussi cher qu'un semestre de livres. Il ne répondit pas. Il ne montra aucune compassion. Il ne changea pas de sujet. Il n'afficha aucune pitié. Il me regarda de ses yeux sombres et impénétrables et dit « Tu es vraiment nul pour faire semblant ». Je ne savais pas si c'était une insulte ou un compliment. Je décidai que c'était les deux. Il se remit à regarder par la fenêtre et, un instant, je vis quelque chose d'inattendu. Sa mâchoire se détendit légèrement. Ses épaules s'affaissèrent d'1 centimètre et la main qui tenait la tablette sur le siège entre nous lâcha l'appareil et resta là, à quelques centimètres de la mienne, les doigts posés sur le cuir. Il ne me tendit pas la main. Il ne bougea pas, mais il ne la cacha pas non plus. Et la distance entre nos doigts était si faible que je pouvais sentir la chaleur de sa peau sans le toucher. La voiture s'engagea sur le pont de Brooklyn et aucun de nous ne bougea. Je passai le reste du trajet à essayer de ne pas penser à ce qui se passerait si je réduisais la distance. Chez Léander, Théo entra dans l'arrière-salle privée pour la réunion et je m'assis sur une chaise dans le couloir, près d'une fenêtre donnant sur la ruelle. Pendant les 15 premières minutes, je n'entendis que des murmures, des voix d'hommes, un ton professionnel, le rythme des affaires. À un moment donné, quelqu'un ouvrit la porte pour commander un café, et l'entrebâillement resta suffisamment longtemps pour que le ton change et résonne dans tout le couloir. La voix de Théo, jusque-là maîtrisée et posée, baissa d'un ton que je ne connaissais pas grave, monocorde, sans intonation. Chaque mot pesait lourd. J'avais dit qu'il y aurait des conséquences. Il n'y avait pas cru. Maintenant, il y croyait. Une chaise bougea. Quelqu'un toussa. Le silence qui s'installa dans la pièce était différent de tous les silences que je connaissais dans ce monde. C'était de la peur, pure et intense, émanant d'hommes dont j'étais sûr qu'ils n'avaient peur de presque rien. Quand Théo sortit de la pièce, il marchait comme toujours, les épaules droites, d'un pas mesuré, le visage impassible. Une tache rouge, presque invisible sur le tissu blanc, de la taille d'une empreinte digitale, maculait la manche de sa chemise. Il remarqua mon regard, boutonna sa manchette d'une main et se dirigea vers la porte sans un mot. Je le suivis en silence. Et pour la première fois depuis mon arrivée, ce silence n'était pas un choix, mais une nécessité. Je n'avais pas de mots pour décrire ce que j'avais entendu. Et mon corps savait que je ne devais pas les chercher. Sur le trottoir devant le restaurant, le chauffeur tenait la portière. Je marchais d'un pas rapide, distraite, essayant de comprendre les bribes de la réunion qui résonnaient encore dans ma tête, quand mon talon s'accrocha au bord du trottoir. La chute aurait été inévitable, genoux sur l'asphalte, dignité bafouée, si la main de Séveraud ne m'avait pas rattrapé. Ses doigts se refermèrent au-dessus de mon coude avec une fermeté qui relevait du contrôle, non de la brutalité, et la chaleur traversa le tissu de mon blazer avec une intensité disproportionnée au geste. Il me stabilisa, et sa main resta là une seconde de trop, juste assez pour que je sente son pouce contre l'intérieur de mon bras, une légère pression que tout mon corps perçut. Puis il me lâcha et monta dans la voiture sans dire un mot. Je montai de l'autre côté, le bras encore brûlant, avec la certitude que ce contact n'avait pas été accidentel. Aucun de nous ne fit de commentaire, mais pendant tout le trajet du retour vers Manhattan, je sentis l'endroit précis où sa main s'était posée, et il regarda par la fenêtre tout le long du chemin, et le silence en disait plus long que n'importe quelle conversation. La semaine suivante, par un après-midi qui s'éternisait déjà vers la fin de mon service, j'apportai du café à son bureau pour la 10e ou 12e fois. J'avais déjà perdu le compte, mais cette fois, quelque chose avait changé. Le café était bon. Pas bon comme il avait qualifié mes précédentes tentatives à contre-cœur, mais vraiment bon. Une mousse épaisse, la température idéale, une amertume équilibrée. Théo porta la tasse à ses lèvres, but une gorgée, puis la reposa sur la soucoupe avec un léger clic. Acceptable. C'était la première fois qu'il employait un mot positif pour décrire mon café, et la satisfaction que j'éprouvais était démesurée, presque absurde. Je me retournai pour partir et, sur le seuil de la porte, sans me retourner, je dis « Je vous en prie, Votre Majesté ». Je savais qu'il avait entendu, et il savait que j'avais entendu, et aucun de nous ne fit de commentaire. Mais quelque chose s'était instauré à cet instant. Un rituel qui n'avait pas besoin de nom pour exister. À partir de ce jour, le café de 17h30 était à moi. Il ne se plaignit plus jamais, et je ne l'appelais plus jamais Votre Majesté. Il s'éclaircit la gorge à voix haute. Chapitre 4. Vous n'étiez pas censé voir ça. La robe est arrivée dans une boîte noire sans étiquette, livrée par un coursier qui n'a pas précisé sa provenance. Il n'en avait pas besoin. Tommaso apparut dans l'antichambre et m'informa, avec sa concision habituelle, que M. Marchetti souhaitait ma présence à un dîner de gala ce soir-là. Un événement caritatif. Cipriani, Wall Street. Tenue de soirée exigée.
J'ouvris seul la boîte dans le garde-manger et sortis la robe de son emballage en papier de soie. Un long tissu noir qui glissait entre mes doigts, d'un poids que je reconnaissais, comme celui des devantures de magasins où je n'étais jamais entré. Une épaule dénudée, un décolleté discret, un dos fermé. Assez élégante pour Cipriani et assez simple pour ne pas crier « il a payé ». Je retournai dans l'antichambre, la boîte sous le bras, et trouvai Tommaso dans la même position qu'à l'ordinaire, appuyé contre le mur près de la porte. Il sait bien que les secrétaires ne sont pas payés pour ça, n'est-ce pas? Tommaso ne bougea pas, il le sait, et ça ne te préoccupe pas. Beaucoup de choses m'inquiètent. Ta garde-robe n'est pas sur la liste. J'ouvris la bouche pour répondre, la refermer, et pour la première fois, je me demandais si Tommaso Viello n'avait pas un sens de l'humour, sec, enfoui sous des couches de silence, mais bien présent. La voiture est venue me chercher au bureau en fin d'après-midi, et le trajet jusqu'à Wall Street a duré 40 minutes dans les embouteillages. Cipriani occupait l'intérieur d'un immeuble aux colonnes de pierre et au plafond, si haut qu'on s'y sentait tout petit. Et moi, avec mon mètre 63 et mes talons, je n'avais pas besoin de ça. J'ai traversé le hall d'entrée à côté de CO, et j'ai ressenti pour la première fois avec une clarté saisissante la différence entre les deux mondes que j'habitais. Le matin, je prenais le métro bondé du Queens, coincé entre les sacs à dos et les coudes. Le soir, j'entrais dans une salle de marbre où les serveurs portaient des gants blancs, et à côté de moi, l'homme responsable de cette transition marchait avec le calme de quelqu'un qui connaissait ce milieu et tout ce qui l'avait précédé. La salle était dorée, chaleureuse et pleine de gens qui savaient exactement où était leur place. Des hommes en smoking, des femmes en robe qui coûtaient l'équivalent d'un an de loyer. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et des sourires de façade. J'ai remarqué, au premier rang de table, que ce dîner n'était pas une affaire de charité. C'était une affaire de pouvoir. Chaque homme qui s'approchait de CO le faisait avec une révérence discrète. Une main tendue après une seconde d'hésitation, un regard qui se levait lentement, une voix qui baissait. Personne ne le traitait avec la désinvolture d'un collègue de travail. On le traitait avec la déférence prudente de quelqu'un qui sait que la courtoisie est le seul rempart entre une conversation et quelque chose de bien pire. CO se déplaçait dans la pièce avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui y était né. Chaque geste était calculé, chaque salutation mesurée, chaque sourire absent. Lorsqu'il s'éloigna pour parler avec un groupe d'hommes plus âgés de l'autre côté de la pièce, je restai seul près de la table des hors-d'œuvre, un verre de champagne à la main que je n'osais pas boire, et c'est alors qu'il apparut. Gideon Salvoretsa s'approcha par la gauche, et la première chose que je remarquai fut son sourire. Large, facile, éclatant de dents blanches et d'assurance. Cheveux bruns et longs, plaqués en arrière, costume bleu marine à la coupe impeccable, et une montre au poignet qui brillait plus fort que le lustre au-dessus de nos têtes. Il était beau comme les hommes en couverture des magazines, impeccable, sculpté, sans défaut apparent, et cette perfection me glaçait le sang. CO Marchetti ne se fait jamais accompagner à dîner, dit-il en me tendant la main comme si nous nous connaissions. Sa voix était douce, polie, calibrée avec précision pour paraître inoffensive. Gideon Salvoretsa, Enchante. Je lui serrai la main faute de mieux, et la pression dura une seconde de trop. Le frisson qui me parcourut l'échine n'avait rien à voir avec la température ambiante. À mon tour, Damiani, répondis-je en lâchant sa main. Damiani, répéta-t-il. Et sa façon de prononcer mon nom de famille avait l'intonation de quelqu'un qui reconnaît quelque chose sans le dire. Un beau nom de famille. Italien. Avant que je puisse répondre, la main de CO se posa sur mon dos, non pas sur mes épaules, mais à la base de ma colonne vertébrale, les doigts écartés et la paume fermement appuyée contre le tissu de ma robe. Le geste n'était pas délicat. C'était territorial, affirmatif, l'équivalent physique d'une clôture électrique. Gideon regarda la main, puis CO, et son sourire ne s'effaça pas. Il changea. Il devint plus tranchant, plus conscient, et il recula avec l'élégance de celui qui comprend le message dans son intégralité et choisit de le garder pour plus tard. Bon appétit, CO. Gideon s'éloigna, et la main de CO ne bougea pas. Elle resta là pendant tout le dîner. Sur mon dos quand nous nous sommes assis, sur mon épaule quand il se pencha pour parler à quelqu'un à gauche, sur ma chaise quand il se leva pour saluer un allié. La chaleur de ses doigts traversa le tissu fin et atteignit ma peau avec une constance qui me laissa à la fois étourdi et irrité. Au milieu du dîner, je me levai sous prétexte d'aller aux toilettes. Et quand je poussai la porte des toilettes des dames, deux femmes discutaient près du lavabo avec l'intimité insouciante de celles qui pensent que personne ne les écoute. La nouvelle de Marchetti. La Paure. La dernière qui l'avait regardée ainsi avait disparu en 3 mois. La deuxième femme rit. Un rire bref et sans joie. Disparu ou disparu. Je suis entré dans les toilettes sans qu'elle me remarque, j'ai verrouillé la porte et je suis resté immobile pendant 30 secondes, le cœur battant la chamade. Quand je suis ressorti,
elles étaient déjà parties. Et j'ai, se racle la gorge, lavé les mains, en regardant mon reflet dans le miroir, la robe qu'il avait choisie, le visage qu'il avait regardé et la question à laquelle je ne pouvais répondre. Que signifiait exactement « disparaître » dans le vocabulaire de ce monde? Je suis retourné à table avec un sourire figé et les mains froides. Je me suis assise, j'ai regardé les couverts disposés devant moi et j'ai réalisé que je tenais la mauvaise fourchette pour la salade. Une fourchette à dessert dans la main gauche, un couteau à poisson dans la droite, une faute de goût impardonnable que n'importe qui dans cette pièce aurait remarqué en une demi-seconde. J'ai interverti les couverts avec toute la discrétion possible et murmuré pour moi-même, assez bas pour que je sois la seule à l'entendre. « Oui, Nomi, ici la salade a sa propre fourchette. À la maison, on mange avec les doigts. » Le coin des lèvres de CO a bougé. Je l'ai vu parce que je le regardais. Et je le regardais parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que les micro-mouvements de son visage étaient ce qui se rapprochait le plus d'une émotion qu'il s'autorisait à montrer en public. En sortant, la voiture attendait sur le trottoir. CO m'a ouvert la portière, un geste auquel je ne m'attendais pas, et cela m'a fait hésiter une seconde avant de monter. Il s'est assis à côté de moi, et la voiture a commencé à rouler vers le Queens quand son téléphone a sonné. Le changement a été immédiat. Il a répondu d'un air sévère et sa voix est devenue grave et monocorde, ce timbre que j'avais déjà entendu chez Léander. L'italien sortait vite, sec, et je n'ai saisi que quelques mots entre les phrases. Porto, Salvarezza, sang, résolution. Il raccrocha, fourra son téléphone dans la poche de sa veste, et fixa le vide pendant 5 secondes, l'air de quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle exigeant une action immédiate. Puis, lorsqu'il se tourna vers moi, son regard était d'une froideur calculée, comme celui de quelqu'un qui planifie déjà son prochain coup. « Je te dépose chez toi. » La phrase était simple, mais la voix avait changé. Ce n'était plus l'homme qui avait posé sa main sur mon dos pendant le dîner. C'était celui qui faisait se lever les autres hommes à son entrée dans un restaurant. Lorsque la voiture s'arrêta devant mon immeuble dans le Queens, j'ouvris la portière, sortis sur le trottoir et me figeai. Une voiture noire aux vitres teintées était garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, 2 hommes me regardaient. Ce n'était pas la voiture d'un voisin. Ce n'était pas un Uber qui attendait un passager. C'était de la surveillance, pure et simple. Je courus à l'étage, verrouillai la porte de l'appartement et appelai Tamasa, les doigts tremblants. Il y a une voiture devant mon immeuble. 2 hommes à l'intérieur. Qui sont-ils? Ce sont les nôtres. Monsieur Marchetti les a envoyés. Il a envoyé quoi? Il les a envoyés pour te protéger. J'ai raccroché, je suis allé à la fenêtre du salon et je suis resté là, à fixer la voiture noire dans la rue sombre, tandis que ma mère dormait dans la pièce d'à côté. Protéger. Ce mot tournait en boucle dans ma tête, incapable de trouver sa place, car dans ce contexte, protection impliquait danger. Et si j'avais besoin de protection, cela signifiait que le danger était réel et que Seavo savait exactement d'où il venait. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Seavo sans frapper, sans demander la permission, sans me soucier de la règle numéro 3 de Raphaël. Tu as mis 2 hommes devant mon immeuble. Ma mère est anxieuse. Si elle voit une voiture avec 2 inconnus garés toute la nuit, elle va paniquer. Il se tenait derrière son bureau, la cravate dénouée et le premier bouton de sa chemise ouvert. Tôt le matin, avant les réunions, alors que le bureau était encore vide et que l'armure n'était pas encore terminée, il m'a regardé sans répondre pendant 2 secondes. Et quand il a parlé, sa voix était basse et maîtrisée. Certaines personnes interprètent la proximité comme de l'importance. Et moi, les mots sont sortis sans filtre. Direct, chargés de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Important. Sea a détourné le regard. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il a détourné le regard, la mâchoire serrée, les doigts de sa main droite crispés sur le bord du bureau, et il a regardé par la fenêtre derrière moi, Manhattan. Il s'éclaircit la gorge, la skyline, tout sauf mon visage, posant une question à laquelle il ne voulait pas répondre. La journée des hommes, je suis sortie furieuse, mais il n'a pas dit non. Ce soir-là, assise sur le lit de ma chambre, mon ordinateur portable en équilibre sur les genoux, j'ai tapé « Marchetti Family New York » dans la barre de recherche et j'ai appuyé sur « Entrée ». Les résultats sont arrivés en moins d'1 seconde, et chacun était pire que le précédent. Des articles sur des enquêtes fédérales classées sans suite faute de preuves. Des rumeurs sur des blogs du crime organisé concernant le contrôle des routes au port de Red Hook. Une photo de Victoria Marchetti dans les années 90, plus jeune, plus mince, entourée d'hommes en costume dans un restaurant que j'ai reconnu à l'encadrement de la porte, Léander, et un titre de tabloïd jamais confirmé. Marchetti Import and Trade, entreprise légitime ou façade pour la Cosa Nostra. J'ai fermé l'ordinateur portable et fixé le plafond de ma chambre où la peinture s'écaillait dans le coin gauche et où la lumière du lampadaire filtrait à travers le rideau. Élise avait raison. Le restaurant,
la sécurité, les hommes qui s'étaient levés, la différence chez Cipriani, l'appel en italien avec les mots sang et détermination. Tout cela formait un tableau que je ne pouvais plus ignorer. L'homme qui avait annulé mon déjeuner puis envoyé un plat du restaurant familial sans un mot. L'homme qui m'avait tenu le bras sur le trottoir avec une fermeté qui n'avait rien de brutal. L'homme qui avait détourné le regard quand je lui avais demandé si j'étais important. Ce même homme faisait trembler les hommes dans une pièce fermée et en était ressorti avec du sang sur la manche de sa chemise. Je savais qui était C.O. Marchetti. La question était désormais tout autre. 2 jours plus tard, en rentrant du métro, je marchais les 4 pâtés de maison qui séparaient la station de mon immeuble, mon sac serré contre moi et la tête baissée. La rue était calme. Il était tard. Les magasins avaient déjà fermé et les lampadaires projetaient de longues ombres sur les trottoirs déserts. Au coin de ma rue, je sentis, avant même de voir, que quelqu'un était derrière moi. Des pas calés sur les miens. Ni plus rapide, ni plus lent, au même rythme. À la même distance, j'accélérai. Les pas s'accélérèrent. Mon cœur s'emballa. L'adrénaline monta en flèche. J'étais sur le point de m'enfuir quand Tommaso surgit d'une porte latérale dont j'ignorais même l'existence. Il s'interposa entre moi et la personne qui se trouvait là et resta immobile. Un mur de béton humain qui n'eut pas besoin de dire un mot pour faire taire les pas derrière moi. « Qu'est-ce qui s'est passé » demandai-je une fois mon souffle retrouvé. Rien, mais son visage disait tout. Chapitre 5. La fissure que personne ne voit. Le portail s'ouvrit silencieusement et la voiture remonta une allée de chênes jusqu'à s'arrêter devant une demeure qui semblait bâtie pour intimider plutôt que pour accueillir. Todd Hill, Staten Island. Les Marchetti résidaient au sommet d'une colline boisée, suffisamment loin de Manhattan pour donner l'impression d'être dans un autre monde, et suffisamment près pour que leur emprise sur la ville ne les quitte jamais. La façade était en pierre sombre, avec de hautes fenêtres et une double porte en bois qu'un majordome ouvrit avant même que j'aie eu le temps de lisser ma robe pour la 10e fois. Elle s'éclaircit la gorge, refusé la robe que C.O. avait envoyée au bureau. Ce soir-là, je portais une de mes propres créations, une robe vert foncé achetée en solde et dont Élise disait qu'elle donnait à mon regard une intensité dramatique. Ce n'était pas du Cipriani. Ce n'était pas du sur-mesure. C'était moi, et c'était le mieux que je pouvais offrir sans renier la part de moi qui appartenait encore aux Queens. C.O. m'attendait dans le hall d'entrée et, lorsqu'il me vit, son regard parcourut ma robe d'un geste rapide qu'il dissimula mal. Il ne fit aucun commentaire, mais il me regarda. Lucrezia Marchetti m'accueillit à la porte de la salle à manger avec un sourire à la fois cordial et scrutateur, ses yeux évaluant chaque détail, de mes chaussures à ma posture, tandis que ses mains serraient les miennes d'une légère pression qui pouvait être une marque d'affection ou un avertissement. C'était son anniversaire. La matriarche de la famille Marchetti fêtait une année de plus, et la table était rassemblant les survivants d'une dynastie que je commençais à peine à comprendre. Victoria Marchetti occupait la place d'honneur, le dos droit dans son fauteuil roulant, les mains jointes sur la table avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait jadis régné sur un empire et qui observait maintenant son fils faire de même. Son regard était ce qu'il y avait de plus troublant. Clair, attentif, il lisait chaque personne présente avec la patience de quelqu'un qui avait tout son temps et des décennies d'expérience accumulées. Quand C.O. m'a présenté, Victoriao a incliné la tête et a dit en italien, avec le naturel de quelqu'un qui parle de la pluie et du beau temps, « Damiani, ce nom me dit quelque chose. » J'ai compris chaque mot. L'italien de ma famille était fonctionnel, hérité d'un père qui chantait du napolitain en cuisinant, et la phrase de Victoriao m'a frappé de plein fouet avant même que je puisse le cacher. Je me suis figé. Une demi-seconde, peut-être moins, mais assez pour que C.O. le remarque. Il a changé de sujet avec une remarque sur le vin et la conversation a repris son cours, mais j'ai noté sa réaction. Rapide, précise, protectrice. Il ne voulait pas que Victoriao continue, et je voulais savoir pourquoi. Avant même que la question ait eu le temps de faire son chemin, quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a entraîné dans un coin près de la cheminée avec l'énergie d'un ouragan de 21 ans. Êtes-vous la secrétaire qui a parlé du paquet de mon frère? Neve Marchetti avait des yeux noirs comme Severo, des cheveux longs et lâchés jusqu'à la taille, et un sourire qui illuminait tout son visage. Elle me regardait avec l'admiration sincère de quelqu'un qui... Je venais de rencontrer une célébrité. Tommaso m'a dit « Vous êtes mon héros ». J'avais envie de mourir. J'aurais voulu que le sol du manoir Marchetti s'ouvre et m'engloutisse jusqu'au centre de la terre. De toutes les choses que j'avais dites dans ma vie, cette phrase prononcée au bureau était celle que je souhaitais le plus effacer. Et apparemment, elle était devenue une légende familiale. Je n'ai pas dit exactement ça. J'ai essayé. Tommaso a dit que si. Et Tommaso ne ment pas. Il ne parle même pas assez pour mentir. Neve m'a prise sous son aile ce soir-là. Elle est restée à mes côtés pendant tout le dîner, m'expliquant qui était qui à table, les noms, les rôles, les alliances,
avec le naturel de quelqu'un décrivant un jeu de société plutôt qu'une organisation que je savais maintenant criminelle. Lorsque Niccolo Marchetti, le frère cadet, de 2 ans le cadet de CO, d'après la brève présentation que Neve m'a chuchotée à l'oreille, s'est assis en face de moi, son sourire est apparu avant même qu'il ne se manifeste. Niccolo était l'opposé physique de son frère aîné. Charismatique sans effort, des yeux qui riaient avant sa bouche, de larges gestes et une énergie qui emplissaient l'espace autour de lui de la légèreté de quelqu'un qui n'avait jamais porté le poids de CO. Il tendit la main par-dessus la table, me la serra d'une fermeté décontractée et me regarda avec la curiosité amusée de quelqu'un qui aurait trouvé un animal exotique dans son jardin. « Où as-tu trouvé celui-ci » demanda-t-il en se tournant vers CO. CO ne répondit pas. Niccolo éclata de rire. Un rire sonore et franc qui valut à Lucrezia un regard désapprobateur et fit hausser un sourcil à Vittorio, le bout de la table. Après le dîner, je suis sorti par la porte de derrière, dans le jardin. L'air nocturne était froid et mordant, et j'avais besoin de quelques minutes loin des regards qui scrutaient les conversations italiennes que je surprenais par-dessus mon épaule, et de la présence constante de CO qui, même lorsqu'il ne me regardait pas, occupait toutes mes pensées. Il réapparut quelques minutes plus tard. Il s'arrêta à 2 pas, ôta sa veste et me la tendit sans un mot. Le tissu était encore chaud et je l'acceptai, à contre-cœur, car la veste sentait son odeur et porter ce parfum revenait à admettre quelque chose que je n'étais pas encore prêt à nommer. « Qui est Linder » j'ai demandé, le regard perdu dans le jardin, car le regarder à cette distance était trop dangereux. « Mon frère » répondit-il d'une voix rapide, brève, chargée de gravité. « Que s'est-il passé ?»« Il est mort » dit-il en serrant les poings. Un geste involontaire que je remarquai pour la première fois. Je n'insistai pas. Je restai silencieux quelques secondes, laissant les mots résonner entre nous, puis je dis ce que je pensais sans réfléchir. Tu as mis son nom sur le restaurant pour qu'il ne devienne pas qu'un souvenir, pour qu'il continue d'exister quelque part. CO tourna la tête. Il me regarda d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Sans maîtrise, sans calcul, sans la carapace qu'il arborait en toutes circonstances. Il me regarda avec l'expression ouverte et vulnérable de quelqu'un qui venait d'entendre quelque chose que personne n'avait jamais dit et qu'il avait besoin d'entendre depuis longtemps. Sa mâchoire se crispa, ses yeux brillèrent d'une émotion qu'il retenait de justesse. Et il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Je lui ai parlé de mon père, de l'accident quand j'avais 8 ans, de ma mère qui n'en a plus jamais reparlé, il s'éclaircit la gorge. Mon enfance a payé les factures et a ravalé mes questions. C'était la première fois que nous parlions sans retenue. Aucune provocation, aucune hiérarchie, aucun bureau entre nous. 2 personnes dans le jardin d'un manoir, dans le froid, partageant leur souffrance. Il a touché mon visage. Sa main s'est levée lentement, ses doigts effleurant ma mâchoire, son pouce s'arrêtant sur ma joue avec une légèreté qui contrastait avec tout ce que je savais de la force de cette main. Je n'ai pas reculé. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes, et j'ai senti son souffle chaud sur mon visage. Le monde est devenu si petit qu'il ne contenait plus que nous 2. Le téléphone a sonné. La sonnerie a déchiré le silence avec la brutalité d'une alarme. Et j'ai vu sa carapace se reformer instantanément. Son regard s'est durci, sa mâchoire s'est crispée, sa main s'est éloignée de mon visage pour aller chercher son téléphone dans sa poche. Il a répondu, a écouté 5 secondes, puis a raccroché. Tommaso te ramène. Il partit sans se retourner, et la nuit se glaça dès qu'il eut disparu. Dans la voiture, Tommaso conduisit en silence pendant 10 minutes avant de dire, sans quitter la route des yeux, il ne parle jamais de son frère. Ces mots résonnèrent dans l'air pendant tout le trajet, et je compris la gravité de ce qui s'était passé dans ce jardin. Non pas à cause du baiser presque échangé, mais à cause de ce qui l'avait précédé. CO Marchetti m'avait donné quelque chose qu'il n'avait donné à personne d'autre, et je savais que c'était plus dangereux que n'importe quel contact. Quelques jours plus tard, il formula une invitation qui n'en était pas une. Il y avait des contrats à relire, des documents à traduire, et une maison à Montauk où le travail avancerait mieux loin des interruptions du bureau. J'acceptai, sachant que ce n'était pas une question de contrat, et il savait que je le savais, et aucun de nous 2 ne fit semblant du contraire. Nous partîmes samedi matin. Le chauffeur emprunta la Long Island Expressway et je fis semblant de travailler sur mon ordinateur portable pendant les 3 heures de trajet, car CO ne quittait pas la fenêtre des yeux, et moi non plus, je ne quittais pas l'écran des yeux. Le moindre écart aurait rompu le fragile équilibre que nous nous efforcions de maintenir. Lorsque l'asphalte laissa place à un chemin de sable menant à la côte et que la mer apparut sur ma droite, il prononça pour la première fois une courte phrase à propos de la maison familiale, vieille de 40 ans. Je compris alors que c'était le plus proche d'un accueil qu'il savait exprimer. La maison était différente de tout ce que je lui connaissais. Simple, avec des murs en bois clair, des fenêtres donnant sur la mer et une cuisine embaumant l'huile d'olive et le romarin. CO Cuisinate.
Cette révélation me prit au dépourvu. Il se déplaçait dans la cuisine avec la même précision qu'il mettait dans tout ce qu'il entreprenait, mais avec quelque chose de plus. Une fluidité, un rythme, une mémoire musculaire, celle de quelqu'un qui avait appris cela avant même d'apprendre à intimider. Tu croyais que je mangeais des documents. Je croyais que tu avais un chef privé et 3 nutritionnistes, répliquai-je, essayant tant bien que mal d'émincer des oignons sans pleurer. Ma grand-mère cuisinait en Sicile. Je m'asseyais sur le tabouret de la cuisine et je la regardais. L'image de Séo, enfant, assis sur son tabouret, observant sa grand-mère cuisiner, était si éloignée de l'homme qui se tenait devant moi que cela me faisait mal. J'ai essayé de l'aider, mais l'ail a brûlé en moins de 2 minutes et il a regardé la poêle avec l'expression de quelqu'un qui venait d'assister à un crime. Tu traduis des documents en 3 langues, mais tu ne sais pas quand l'ail est prêt. L'ail ne paie pas le loyer. Quelque chose a changé dans son regard. Un poids s'est allégé. Les rides autour de sa bouche se sont adoucies. Et pendant une seconde, j'ai vu le petit garçon du tabouret de la cuisine me regarder à travers le prisme de l'homme qu'il était devenu. Ce soir-là, nous avons travaillé dans le salon donnant sur la mer. Lui dans un coin, moi dans l'autre, chacun avec nos documents et notre silence. Mais c'était un silence différent. Le premier silence apaisant, le premier qui n'avait pas besoin d'être comblé par des mots, car la présence de l'autre suffisait. Je l'ai surpris à me regarder. Il n'a pas détourné le regard. Je n'ai pas détourné le regard. Ses yeux fixés sur les miens pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. 15 secondes, peut-être plus. La tension était palpable, l'air lourd. Si tu continues à me regarder comme ça, cligne au moins des yeux. Non. Quoi? Je ne clignerai pas des yeux. Personne ne bougea. La mer s'écrasait contre les rochers. La lumière de la lampe réchauffait son visage, et la distance qui nous séparait pesait lourd sur les épaules. J'avais envie de me lever. J'avais envie de franchir ces 3 mètres de plancher et de découvrir ce qui se passerait une fois la distance passée. Mais je restai où j'étais, et il resta où il était. Et ce qui ne se produisit pas cette nuit-là pesait plus lourd que n'importe quel contact. Le lendemain matin, je me levai tôt et allai sur le pont. La mer était grise, le vent froid, et Séo me tournait le dos, le téléphone à l'oreille, sa voix sur ce ton que je connaissais déjà. Grave et monotone, chaque mot portant une phrase. S'il repasse par le port, ne me préviens pas, règle le problème. Il raccroca. Je me tenais sur le seuil, pieds nus sur le plancher froid, et j'étais certaine que, dans le vocabulaire des Marchetti, résoudre ne signifiait pas négocier. C'était un verbe définitif, sans appel. Et l'homme qui l'employait était le même qui cuisinait avec l'huile d'olive de sa grand-mère et qui ne cessait de me regarder. La question s'est posée là, ce matin-là, avec la mer devant moi et le pont glacé sous mes pieds. La femme que j'étais pourrait-elle survivre aux côtés de l'homme qu'il était? Sur le chemin du retour vers Manhattan, j'ai envoyé un message à Neve avec la photo que j'avais trouvée dans les archives. Les 2 garçons, LNS, Summer. La réponse est arrivée en quelques secondes. Ce sont Linders et Séo. Il avait 7 ans à l'époque. Où as-tu trouvé ça? J'ai regardé la photo sur l'écran de mon téléphone. Le petit garçon de 7 ans tenant la main de son grand frère. Le garçon qui avait grandi, perdu son frère et ouvert un restaurant pour que son nom ne tombe pas dans l'oubli. Quelque chose s'est agité en moi, quelque chose qui n'était pas de l'attirance. C'était quelque chose de plus grand et de plus terrifiant. Et je n'avais pas les mots pour le nommer. Pas encore. Chapitre 6. Je choisis de rester. Le courriel est arrivé un matin comme les autres, entre 2 contrats d'importation et un café que j'allais emporter au bureau de Severo. Le cabinet d'avocats Morrison & Reed, spécialisé en droit des affaires, proposait un stage au sein de son département juridique. Un bon salaire, des horaires compatibles avec mes études, une assurance maladie couvrant les soins de ma mère, tout ce dont j'avais besoin, tout ce que j'aurais dû souhaiter. Élise avait envoyé mon CV sans me prévenir. Il faut bien que quelqu'un veille sur ton avenir pendant que tu travailles pour la mafia, disait le message accompagnant le courriel. J'ai lu l'offre 3 fois, et à chaque lecture, la porte de sortie me paraissait plus concrète et plus difficile à accepter. Cet après-midi-là, alors que je marchais dans le couloir vers le garde-manger, je me suis arrêté en entendant des voix dans le bureau de Séo. La porte claquait, et la voix de Raphaël était sans équivoque. Calme, posée, posée. Elle doit partir avant de devenir un problème. Elle reste. Séo. Raphaël marqua une pause, un silence plus lourd que la phrase elle-même. C'est la chose la plus dangereuse qui ait jamais mis les pieds dans ce bureau, et ça n'a rien à voir avec des armes. J'ai reculé avant qu'il ne me voie, je suis retourné à mon bureau et j'ai fixé le courriel de Morrison & Reed, le cœur battant à un rythme qui n'avait rien à voir avec une offre d'emploi. Le lendemain matin, un coursier a déposé une enveloppe sur mon bureau. Pas d'adresse de retour, pas de timbre,
Pas de marque, juste du papier craft. Je l'ai ouverte d'une main froide et j'en ai sorti une photo en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps. On y voyait un homme d'âge mûr devant une façade que je reconnaissais. Instantainment. Leanders. L'homme était de profil, souriant à quelqu'un hors champ et portant une veste en cuir que j'avais vue 1000 fois sur des photos dans l'appartement de notre reine. C'était mon père, Aldo Damiani, mort depuis mes 8 ans, debout devant le restaurant familial de mon patron. Au dos de la photo, une inscription d'une main inconnue disait « Demandez à votre patron pourquoi il connaissait votre père ». Je me suis levé, j'ai traversé l'antichambre, j'ai ouvert la porte du bureau de CO sans frapper et j'ai posé la photo sur son bureau, la main tremblante, non pas de peur, mais de rage. Voici mon père devant votre restaurant. Je veux des explications. CO a alors regardé la photo. Il m'a regardé. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose s'est clos dans son regard. Une porte qu'il a verrouillée avant que je puisse voir ce qui se cachait derrière. Votre père fréquentait ce restaurant. Beaucoup de gens le fréquentent. Beaucoup de gens n'ont pas de fille qui travaille pour le propriétaire. Il a soutenu mon regard pendant 5 secondes. Il n'a rien ajouté. La vérité partielle planait entre nous, alourdie par le poids de tout ce qui avait été omis. Et je savais, avec la même certitude qu'à propos des contrats mal rédigés, qu'il y avait plus, mais il n'allait pas me le dire maintenant, et je n'avais aucun moyen de l'y contraindre. J'ai glissé la photo dans la poche de mon blazer, à côté de l'autre, LNS, Summer, et je suis sorti. 2 jours plus tard, Gideon Salvezza a franchi un cap. Des photos de Nomi et CO à Cipriani sont apparues dans 3 tabloïds en ligne. Titre, Marchetti, La Nouvelle Aube et une mystérieuse compagne, qui est la femme au bras du pilote de Cossan Nostraer. Ma mère a appelé, paniquée. Une voisine l'avait vue en ligne et la lui avait montré. La voix de Gemma au téléphone tremblait d'une façon que je reconnaissais. C'était le prélude à des jours enfermés dans sa chambre, rideaux tirés, somnifère. J'ai raccroché, un hochement de tête au fond de mon estomac, et je suis entré dans le bureau de CAVO, la porte claquant derrière moi. Ma mère est paniquée. Mon visage est sur Internet, à côté du tien. J'ai une vie en dehors de cette bulle, CO. J'ai une mère qui ne dort pas quand elle a peur. J'ai un lycée où les gens me regarderont différemment demain. La colère était réelle, brute, et pour la première fois, je n'ai pas cherché à l'atténuer. Il se tenait derrière le bureau, et son expression changea tandis que je parlais. Son armure se fissura. Elle ne tomba pas, mais suffisamment pour que je voie quelque chose d'inattendu. De la culpabilité. Pas un regret calculé. Pas des excuses stratégiques. De la vraie culpabilité dans les yeux d'un homme habitué à tout contrôler et qui avait échoué sur le seul point essentiel. « Je sais », dit-il. Sa voix était basse, sans la froideur habituelle. « Alors dis-moi une chose vraie. » Il me regarda, et ce qui se passa dans ses yeux fut la chose la plus incontrôlée que j'ai jamais vue chez Severo Marchetti. Son sang-froid vacilla, sa mâchoire se crispa, et les mots sortirent avec l'effort visible de quelqu'un qui ouvre une porte restée verrouillée toute sa vie. Je ne sais pas comment détourner le regard, et je ne sais pas quoi faire de ça, alors que j'ai toujours su quoi faire de tout. Le silence se fit dans le bureau. La skyline de Manhattan scintillait derrière lui, et j'étais à 3 pas de lui, la colère encore brûlante dans ma poitrine et quelque chose de plus intense encore qui grandissait en moi. J'ai franchi la distance. Pas lui, moi. J'ai posé ma main sur sa poitrine, senti son cœur battre contre ma paume, et je l'ai embrassé lentement, délibérément, avec le poids de cette semaine de tension, de provocation, elle s'éclaircit la gorge de nuit blanche. Il a répondu avec une urgence contenue qui me disait tout ce que ces mots ne pouvaient exprimer. Sa main sur ma taille, il m'attirait contre lui, l'autre remontant jusqu'à ma nuque, ses lèvres s'ouvrant sur les miennes avec une faim qu'il avait trop longtemps réprimée. Quand nous nous sommes séparés, j'étais à bout de souffle et d'une clarté absolue. Ça ne veut pas dire que je te fais confiance. Je le sais. Et ça ne veut pas dire que je vais t'arrêter de poser des questions. Je n'attendais rien de moins. Ce soir-là, j'ai appelé Élise depuis le canapé de mon appartement. Je ne vais pas accepter le poste chez Morrison et Reed. Le silence à l'autre bout du fil dura 3 secondes. Tu es follé. Sans doute. Au moins, est-ce qu'il embrasse? Bon, je ne répondrai pas à ça. Tu viens de le faire. Les jours suivants, CO agit. Le tabloïd retira l'article. Je ne demandais pas comment. La sécurité autour de l'immeuble de ma mère fut discrètement renforcée, sans que Gemma ne s'en aperçoive, et un avertissement fut envoyé à Gideon Salvezza par des voix que je préférais ignorer. Si son nom réapparaît, ce ne sera pas une photo que j'enverrai. À la fin de la semaine, je trouvai Seveto au bureau après les heures de travail. L'étage était vide, la lumière tamisée, et il était assis derrière son bureau, les mains posées à plat, mais ses mains étaient différentes.
Ses articulations étaient rouges et gonflées, et il avait une coupure ouverte à l'index droit qu'il n'avait pas pris la peine de nettoyer. Tommaso, posté à la porte, répondit à ma question avant même que je puisse la poser. L'aube résolut un problème. Je regardais ses mains. Ces mêmes mains qui avaient caressé mon visage dans le jardin du manoir. Ces mêmes mains qui m'avaient retenu le bras au bord du trottoir. Ces mêmes mains qui avaient remonté le long de ma taille cet après-midi-là, lors du baiser que j'avais initié. Ces mains venaient de blesser quelqu'un. Et le sang sur ses jointures était la preuve que l'homme qui m'avait embrassé avec retenue était le même qui réglait ses problèmes à coups de poing. Je restais consciente de son poids, les yeux grands ouverts. Ce soir-là, s'y alla pour la première fois à Queens. Ma mère était à Long Island avec tante Rosaria, son premier voyage en 3 ans. L'appartement était pour moi seul, petit, un salon avec un canapé délavé, une cuisine où une seule personne pouvait tenir, une bibliothèque débordant de livres de droit et des photos de ma mère au mur. Il semblait déplacé, trop imposant pour l'espace, trop guindé pour le canapé, et en même temps plus réel que je ne l'avais jamais vu. Sans le bureau en acajou, sans le manoir de pierre, sans les hommes qui se tenaient là, il n'y avait que lui dans mon monde, respirant mon air. Il s'arrêta devant la bibliothèque, caressa les tranches des livres du bout des doigts et sortit le code civil d'une main. Il l'ouvrit à une page au hasard et commença à lire à voix haute en italien. Les mots secs de la législation sortaient de sa bouche avec la cadence de la poésie. Chaque article sonnait comme un vers. Chaque paragraphe prenait un poids que la loi n'avait jamais eu dans ma classe. J'ai ri. Pas un sourire poli, pas un rire contenu. J'ai ri franchement, sans retenue. Pour la première fois devant lui, Seo s'arrêta de lire. Il me regarda et dit d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Recommence. » Quoi? Rire. Le livre resta ouvert dans sa main. Et je compris à cet instant avec une certitude qui m'effraya. J'étais amoureuse de lui. Pas du pouvoir. Pas du danger. Pas du visage qui faisait taire des salles entières. Amoureuse de l'homme qui lisait le code civil en italien comme s'il s'agissait de poésie, qui cuisinait avec l'huile d'olive de sa grand-mère et qui me demandait de rire à nouveau, car le son de mon rire était la seule chose qu'il ne savait pas contrôler. Il m'embrassa de nouveau dans le salon, et cette fois, sans précipitation ni retenue. Il y avait une décision. Sa main remonta le long de ma nuque, s'enfonça dans mes cheveux à la racine et inclina ma tête à l'angle qu'il désirait. Je protestai contre ses lèvres par réflexe. Il rit doucement dans ma bouche. « Tu parles trop », murmura-t-il à mon oreille, et son parfum était déjà sur ma nuque. Je détestais cette sensation de familiarité. « Et tu tiens mes cheveux au mauvais endroit. » Je ne tenais pas mes cheveux au mauvais endroit. Il me le prouva d'un geste bref qui me fit pousser un son que je n'avais jamais émis de ma vie. Ma main se referma sur le devant de sa chemise. Je savais exactement où j'étais, dans le salon que j'avais meublé avec les meubles bon marché de ma mère. Et pourtant, je ne le savais pas, il s'éclaircit la gorge. Car toute la géographie de l'appartement a changé à l'instant où C.A.O. Marchetti a posé ses 2 mains sur moi. Il m'a conduite à la chambre sans me porter, mais sa main, posée à la base de ma colonne vertébrale, m'impulsait. Le même geste que Cipriani, sauf que maintenant, il n'y avait plus de robe, plus de public, plus cette barrière électrique qui signifiait que tout m'appartenait. Maintenant, c'était simplement à moi. Et la différence m'a traversé de part en part comme un courant électrique. La première fois qu'il a enlevé ma chemise, il s'est arrêté. Il m'a regardé, non pas comme je l'avais imaginé, avec hâte, avec avidité, mais avec cette attention chirurgicale qu'il appliquait au contrat, comme s'il mémorisait des clauses. Son pouce a trouvé ma clavicule, puis mon sternum, puis le creux de mes côtes, là où mon cœur battait la chamade. Puis-je? J'ai fermé les yeux. C.O. Marchetti a demandé la permission. Il a demandé à voix basse, d'une voix qui savait que le mot « non » sortirait de ma bouche avant même d'atteindre ses oreilles, si je le voulais. Je n'avais jamais compris ce qu'était le pouvoir jusqu'à cet instant. Car le pouvoir, je le savais maintenant, n'était pas s'imposer. C'était être capable de s'imposer et choisir de demander. On le peut. Sa chemise tomba avant mon pantalon, et le tatouage que j'avais aperçu pendant des semaines à travers une manche retroussée descendait le long de son épaule, traversait ses côtes, pour se terminer par un sein que je ne reconnaissais pas, au-dessus de sa hanche gauche. Je passai la main sur l'encre, et il trembla. C.O. Marchetti, qui ne tremblait jamais, trembla sous mes doigts. Je me remémorai cela pour le lui rappeler plus tard. Sa bouche descendit sur mon cou, mon épaule, ma poitrine, qu'il tenait avec une fermeté ni délicate ni brutale. C'était précis, comme tout chez lui. À un moment donné, je prononçai son nom et il s'arrêta. Il releva les yeux. Non, Seo. Non. Il rit. Un vrai rire. Un rire grave contre ma peau. Et la vengeance vint lentement. Sa bouche continua de descendre et je prononçai son nom à nouveau.
Cette fois sans qu'il me le demande, car sa langue avait trouvé le point précis et le reste de mon corps n'était plus soumis à ma volonté. J'ai agrippé le drap. J'ai agrippé ses cheveux. C.O. Marchetti, la tête entre mes jambes, dans l'appartement de ma mère. J'aurais pu rire si j'avais encore eu le souffle coupé. Quand il est revenu et s'est collé contre moi, il s'est arrêté une fois de plus. Son front a rencontré le mien. Ses yeux étaient si sombres que l'iris avait disparu, et sa respiration était irrégulière. La première chose irrégulière qu'il m'ait montrée cette nuit-là. Regarde-moi. Je l'ai regardé. Il est entré lentement, douloureusement lentement, comme seul le fait celui qui a besoin de contrôler son propre corps pour ne pas contrôler le vôtre. Et j'ai compris à cet instant que tout ce que C.O. m'avait donné jusque-là, la veste dans le jardin, le noix sans mots, la main sur ma taille, le fait de rester, n'était que la version publique de quelque chose qu'il me montrait maintenant pour la première fois sans armure. Je n'ai pas fermé les yeux. Il n'a pas fermé les yeux. Et c'est ainsi qu'il a bougé pour la première fois. Et je me suis frotté contre lui, et le reste de la nuit a cessé d'obéir à toute logique que je pourrais raconter plus tard. Quand ce fut terminé, ce n'était pas comme une marée haute, ni rien de semblable. C'était comme dénouer un nœud dont j'ignorais l'existence. Je suis restée tremblante sous lui pendant un temps indéterminé. Et il est resté sur moi sans s'effondrer, sans se détacher, sans devenir un poids mort, simplement présent, son souffle sur ma nuque et sa main refermée sur la mienne comme si je pouvais m'échapper s'il me lâchait. Je n'ai pas cédé. J'ai choisi. La différence, qui semble infime sur le papier, était tout. Plus tard, allongé sur sa poitrine, ma respiration encore calme, j'ai senti sa main remonter dans mes cheveux avec une douceur inattendue et authentique, la chose la plus vraie et la plus inattendue qu'il m'ait jamais faite. Le silence était le plus réconfortant au monde, et quelque chose avait changé entre nous, d'irrémédiablement. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Le lit conservait encore sa chaleur dans les draps, et l'oreiller à côté du mien avait ce parfum boisé que je n'avais plus besoin d'identifier. C'était le sien, et cela me suffisait. L'appartement était silencieux, mais pas vide. Dans la cuisine, sur la table, du café était prêt, un double expresso sans sucre, dans la tasse bleue de ma mère, la seule sans ébréchure. La vieille machine faisait un café léger et fade, mais il avait réussi à la faire fonctionner. L'image de C.O. Marchetti, debout dans la cuisine de ma reine à 6 heures du matin, en train de s'acharner sur la cafetière bloquée sur le deuxième bouton, était à la fois absurde et parfaite. À côté de la tasse, la photo, elle et S, Summer, les deux garçons devant la grande maison, le plus jeune tenant la main de l'aîné. Il l'avait prise sur ma veste pendant la nuit. Et ce geste m'avait frappé avec une force disproportionnée à la taille du papier. Il savait que je l'avais gardée. Il le savait depuis le début. Et au lieu de me la réclamer, il l'avait laissée là, à côté du café, comme pour dire « ce qui est à moi est aussi à toi ». Au dos, d'une main ferme et inclinée, je reconnaissais, parmi les documents que je consultais chaque jour, un seul mot, rester. J'ai passé mon pouce sur l'encre. J'ai regardé la tasse, la chaise où il avait dû s'asseoir, la porte qu'il avait franchie avant mon réveil. Parce que C.O. Marchetti ne savait pas comment rester après. Il ne savait pas comment exister dans cet espace doux et vulnérable du lendemain matin. Mais il a essayé comme il le pouvait, en silence. Avec du café, et avec ce qu'il avait de plus précieux. Et j'ai décidé, de ma propre voix, à ma façon, les yeux ouverts, de rester. Je n'ai compris que plus tard que c'était la pire décision de ma vie. Voilà qui conclut le premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. 43 jours de passion. C'est tout ce que C.O. m'a donné avant de transformer l'amour en preuve d'un crime, avant que tout ne s'effondre. Je croyais au café qui m'attendait, à ses mains sur ma taille, à sa façon de me dire « reste », comme s'il avait peur de me perdre. Pour la première fois, j'ai pensé que je n'étais un pion dans le jeu de personne. Puis Ottavio est revenu de Sicile. Il entra dans la salle à manger du manoir de Todd, il avec ce sourire lent, presque nonchalant, s'arrêta près de C.O. et dit assez fort pour que toute la famille l'entende « Damiani, quelle étrange coïncidence ! Le même nom de famille que l'homme que nous avons fait disparaître il y a 16 ans. » Un silence glacial s'installa. Neve cessa de rire. Lucrezia posa son verre. Vittorio inclina la tête, intrigué. Et C.O. C.O. ne pâlit pas. Il ne le nia pas. Il ne me regarda pas. Il soutint le regard d'Ottavio avec ce calme meurtrier que je connaissais désormais si bien, et répondit à voix basse « Attention à ce que vous dites ensuite ». Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est là, au milieu de toute la famille Marchetti, que je compris enfin la plus cruelle des vérités. Je n'avais jamais été la secrétaire qu'il avait choisie. Je n'avais jamais été la femme dont il était tombé amoureux. J'étais la preuve vivante d'un vieux, il s'éclaircit la gorge crime. Et C.O. Marchetti ne me gardait pas près de lui par désir.
Il me gardait près de lui, car j'étais la seule chose qui pouvait encore le détruire. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Votre soutien est précieux. À bientôt pour une nouvelle histoire.